Et bonjour! Non, vous n'êtes pas sur le podcast de Nicolas Popovic, mais justement, je suis avec lui. Je voulais faire une intro à sa façon. Et déjà, merci d'être là, Nicolas. Eh ben, merci à toi de m'inviter. Alors, j'ai très mal commencé mon podcast, mais c'est pas grave. La question que je voulais aborder avec toi, et surtout le point clé, c'est le rapport à l'argent. C'est la notion de l'argent, c'est tout ce qui est lié à la psychologie de l'argent. Parce que je sais que tu as un rapport, que tu as une façon, tu as une vision de voir les choses qui est hyper intéressante, qui est à contre-courant de la plupart des façons de voir on va dire, de l'ensemble de la population. Et justement, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que concrètement, tu as la bonne vision. Tu as la bonne vision et le bon état d'esprit, du moins au regard de moi, ma perspective, et au regard de tout ce que ça a pu m'apporter personnellement. Alors j'ai envie justement que tout ce savoir, toutes ces connaissances et tout ce mindset que tu m'as apporté, tu puisses l'apporter aux auditeurs de mon podcast. Bonjour, merci. J'ai déjà dit bonjour, mais je le redis. Alors, j'aime pas bien, je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de penser, c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'il y a des façons de penser. Après, là où tu as raison, c'est que j'essaye d'être à compte courant, c'est la vérité. Alors après, l'argent, c'est vaste. Je ne sais pas exactement sur quel terrain tu veux qu'on parte. La seule chose que je peux dire pour rebondir un peu à ce que tu viens de dire, en France, on a un problème avec l'argent, ça, on en est tous sûrs. Et c'est vrai que c'est dommage. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est dommage. Et c'est bien d'essayer de lutter contre ça du mieux qu'on peut, tout en restant le plus ouvert possible. Mais après, ça, voilà, on est tous différents, ça dépend de tout le monde. Ouais, tout à fait. Alors, pour aller un petit peu plus dans le sujet, pour aller un peu plus on va dire dans l'exactitude, il y a un livre qui est très connu dans le domaine qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Ouais. Et avec justement ces notions du mindset du père riche, le mindset du père pauvre. Et moi, c'est un peu cette dualité d'état d'esprit entre le côté riche et le côté pauvre. Et ce que je me rends compte, ce que je constate moi dans mon évolution entrepreneuriale et dans l'évolution entrepreneuriale de beaucoup de personnes, c'est que tu as des personnes qui arrivent très rapidement à se lancer dans l'entrepreneuriat, à peut-être pas faire de l'argent de suite, mais à un moment donné à débloquer sur des niveaux financiers assez hauts, parce que en amont, ils avaient déjà cet état d'esprit-là, et d'autres qui, au contraire, peuvent passer des années à stagner sur des petits revenus, des petits résultats, ce qui d'ailleurs a été quelque chose où moi j'ai mis longtemps avant de passer de l'infopreneur, on va dire classique, à un infopreneur plus de haut niveau. Et justement, il y a eu un moment donné de switch qui m'a aidé à ça. C'était plus l'état d'esprit, le mindset. Donc ça fait beaucoup de choses, mais est-ce que tu peux nous en dire plus, toi, sur ce que tu en penses et comment tu peux conseiller ceux qui nous écoutent? Bon, je vais un peu parler là, je préfère annoncer avant. Déjà, père riche, père pauvre. Père riche, père pauvre, j'ai un truc à dire qui va paraître un peu bizarre, c'est que père riche, père pauvre, c'est le problème de père riche, père pauvre, il réside dans le fait que Robert Kiyosaki, je pense, je présume, parce que je ne connais pas cet homme, mais je pense que quand il a écrit ce bouquin, il a pris en considération que l'aspect, justement, investisseur que je connais très bien. Et pour aller dans le sens de ce que tu dis, enfin, pour souligner quelques points que tu as évoqués, je pense déjà qu'il convient de dissocier l'investissement de l'entrepreneuriat. Tu ne gagnes pas de l'argent tu n'as pas le même rapport à l'argent quand tu investis que quand tu es entrepreneur. Et je vais aller maintenant un peu plus loin sur ces deux aspects. En gros, je vais faire un schéma, mais quand tu es investisseur, ton argent il est en stock. Et quand tu es entrepreneur, ton argent c'est un flux. Rien que ces deux choses que je viens de dire, ça change totalement la manière dont tu vas aborder la chose. Par exemple, et tu vas comprendre, quand tu es investisseur, ton argent il est en stock, donc ça veut dire que tu mets ton argent dans quelque chose en espérant un retour sur investissement, mais on est sur du long terme. Et comme on le sait, c'est le paradoxe avec l'entrepreneur, le stock c'est ce qui coûte le plus cher. Donc on va avoir un revenu plus long, longinal, ça n'existe pas, mais longitudinal, c'est-à-dire on va avoir un revenu beaucoup plus stable finalement, mais qui fait pas rêver en fait. En vérité, c'est un revenu plutôt socle, moi je vais appeler ça. Pour moi, ça correspond à des fondations. Et après, à l'inverse, tu vas avoir l'entrepreneur qui lui va gérer des flux. Il va y avoir du coup des pics de revenus. Il va y avoir des pics de revenus dans un sens et dans l'autre. Et du coup, la gestion par flux, elle nécessite beaucoup plus d'adaptation à l'argent, qui fait que il y a beaucoup de gens qui font une espèce de confusion entre je gère mon argent comme un entrepreneur et je gère mon argent comme un investisseur. Et cette dualité, on va être clair, elle est très compliquée à mettre en place. C'est très compliqué dans sa tête de se dire, ok, ça c'est pas une entreprise, c'est de l'investissement. Ça c'est une entreprise, c'est
du flux, c'est plus dynamique. Et on va finir le schéma de tout ça, et je reviens sur Père riche, Père pauvre. Pour moi, Père riche, Père pauvre, il est clairement orienté investissement long terme, même si dans le livre, il y a des passages sur l'entrepreneuriat, etc. Mais pour moi, le mec qui a écrit ce bouquin-là, donc Robert Kiyosaki, c'était clairement pas un entrepreneur. Parce que si je parle à Nick Open, l'entrepreneur, je ne vais pas lui donner les mêmes conseils que si je parle à Nick Open, l'investisseur. Et c'est logique d'ailleurs. Si je parle à Nick Open, l'entrepreneur, je vais lui dire claque tout ton fric dans de la merde et puis tu vas devoir le regagner, mais c'est ton travail, tu es entrepreneur. Par contre, si je parle à Nick Open, l'investisseur, je vais lui dire l'argent que tu as gagné, mets-le là parce que ça va t'assurer une certaine sécurité et tu vas pouvoir être plus stable dans d'autres choses. Et c'est cette espèce de dualité qu'il faut arriver à gérer. Et le plus dur, c'est le début en fait, parce qu'on fait tous des choix. Et je n'ai pas la prétention de connaître le bon choix. Tu peux soit dire, je commence par l'entrepreneuriat, je me crée des revenus, je me concentre sur mes gros revenus et je verrai ensuite pour le reste. Ou tu peux faire l'inverse, te dire, je commence par l'entrepreneuriat, je commence par assurer un certain socle et je verrai ensuite pour mes flux. Mais c'est rare d'arriver à faire les deux. Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai choisi d'abord d'assurer la partie socle pour après basculer plus sur l'entrepreneuriat, même si on a fait un peu les deux. Mais c'est très difficile de faire les deux. Voilà. C'est compliqué de faire deux choses à la fois bien. En général, quand tu en fais 2, 3, 4, tu les fais mal en fait. D'accord, ok, très intéressant. Et donc si on prend juste la partie entrepreneuriale qui nous intéresse plus spécifiquement ici, puisque la partie investissement, ça, justement j'invite les personnes qui nous écoutent à aller sur ton podcast, comme ça ils auront plus la partie investissement. D'ailleurs, le lien est dans quoi? Il est dans quoi? Il est dans la description. C'est nécessaire, il est nécessaire de le préciser. Donc si on reprend sur la partie entrepreneur, purement, qu'est-ce qui va faire un entrepreneur qui a une bonne relation entrepreneuriale avec l'argent et donc du coup utiliser l'argent pour faire fructifier son activité entrepreneuriale d'un mauvais entrepreneur qui a une mauvaise relation à l'argent et qui va donc du coup faire des mauvais choix. À même niveau, on va dire, admettons par exemple, une personne commence sur un nouveau projet entrepreneurial, qu'il soit entrepreneur ou pas avant, il y a deux personnes qui commencent, tous les deux ont les mêmes fonds, tous les deux commencent à zéro. Qu'est-ce qui va faire que l'un va réussir et l'autre va échouer au regard de ça? Alors moi j'ai une théorie qui s'appelle la théorie du seuil qui est dans mon livre, petite parenthèse, désolé, et je vais te l'exposer ici. La théorie du seuil, c'est que dans toute activité, tu as un seuil à partir duquel en fait les efforts que tu produis ne nécessitent plus que tu investisses pour avoir le même résultat. Alors je le traduis parce que ça va être très clair. En gros, par exemple, tu as besoin pour que ton entreprise elle fonctionne de 1000 clients. Quand tu commences, tu vas payer pour avoir ces 1000 clients. Mais au fur et à mesure que tu payes, après, naturellement, en fait, le travail que tu auras fait, il va plus nécessiter la même somme d'argent. En tout cas, pas sur les mêmes choses. Il n'y a jamais aucun moment où on doit arrêter d'investir dans sa boîte. Mais tu n'as plus besoin d'investir sur les mêmes choses pour développer le fait que ces clients viennent à toi. Et donc, la première chose que doit faire un entrepreneur, c'est définir son seuil, à partir duquel il est rentable, à partir duquel les clients viennent à lui sans qu'il ait besoin d'investir. Et deux, bien évidemment, franchir ce seuil en payant. Alors ce seuil, est-ce que c'est forcément un seuil financier? Parce que moi, dans ma tête, je peux voir par exemple un entrepreneur qui va arriver, qui va faire une première activité, qui va faire un chiffre d'affaires de, je sais pas, 2000, 3000, 5000, 10 000 par mois. Et après partir sur un sujet, sur un autre, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui est plus tangible, qui est plus une métrique? Non, je crois alors le seuil, c'est à chaque société de le fixer. Ça dépend de plein de paramètres que je ne peux pas maîtriser là parce qu'il faudrait qu'on les expose. Par contre, tu avais cette grande théorie qui était connue. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est un seuil, mais tu avais Steve Jobs qui disait récupère tes 1000 premiers fans et ton entreprise, elle marchera quoi qu'il arrive. Ça, c'est un exemple de seuil qui pour lui était symbolique en fait. Il suffit que si par exemple ta boîte avec 1000 clients, elle génère assez d'argent pour te payer tes locaux et ramener de nouveaux clients en permanence, après, la question, c'est qu'est-ce que tu as fait pour avoir ces premiers 1000 clients? Et comme on sait que l'entreprise qui survit, ou qui gagne, tu appelles ça comme tu as envie, parce que soit une entreprise, elle survit, soit elle gagne sur les autres. Bref, c'est celle qui est capable d'acheter le plus de clients. La différence, pour finir par rapport à la question que tu posais tout à l'heure entre les deux entrepreneurs, c'est celui qui va avoir la capacité à le plus investir son argent dans ses clients pour que ça revienne le plus à lui et pour qu'il dépasse ce seuil et qu'il arrive finalement à de nouvelles choses. Alors après, il n'y a jamais de seuil limite. Tu as des mecs qui vont dire moi mon seuil c'est 1000 clients et l'autre à côté te dira moi c'est 10 000, moi c'est 100 000. Après, la limite c'est l'entrepreneur lui-même qui se la fixe. Mais bon, c'est le principe d'un entrepreneur de ne pas en avoir. Alors je ne sais pas si ce que je viens de dire est très cohérent.
Non, c'est hyper cohérent parce que dans le sens où on est toujours dans ces notions où on va se fixer un objectif donné, on va se fixer une target, typiquement, c'est les mêmes mots en fait. Oui, mais c'est ça. Et donc, on va avoir ça qui va être fixé. Mais plus ce que j'entends, ce que je semble comprendre au regard de ça, c'est qu'en fait, celui qui va se fixer un target, il va définir un plan d'action bien spécifique, une approche, une façon de travailler, une façon d'investir son temps, son énergie et son argent sur la première phase, parce que qui sait que lorsque cette première phase sera faite, la phase 2 sera différente ou amènera à un autre niveau. C'est un peu comme si on imagine, alors moi métaphoriquement, c'est comme ça que je l'interpréterai dans ma tête, c'est on a la fusée qui décolle et on a la première phase avec le premier lanceur et dès que la première phase est passée, on va paf, on enlève l'étage et on passe au second lanceur. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu vois autre chose? Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je dirais après que la seule chose que je rajouterais à ce que tu as dit, c'est qu'on est bien d'accord que la première phase, elle dépend de ce dont ta société a besoin pour vivre. Il faut, voilà, une entreprise aujourd'hui, et je crois qu'il y a. D'ailleurs, c'est marrant, ça m'évoque ça, tu vois. Moi, il y a quelques années en arrière, je me suis toujours considéré comme entrepreneur alors que j'étais investisseur, mais il y a des années en arrière de ça, je dirais, même dans les années 2000, parce que bon, moi, j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale en 2002-2003. C'était pas la mode en fait d'être entrepreneur. Et on va même dire qu'il y a des entrepreneurs fauchés, quoi, en fait. Il y a beaucoup de gens qui voient le chef d'entreprise comme quelqu'un qui gagne énormément d'argent. Il y a des chefs d'entreprise qui gagnent très très bien leur vie, mais il y a des gens qui ne gagnent pas d'argent. Et d'ailleurs, on en revient à ce sujet qu'on est en train d'évoquer, c'est souvent parce que ces gens-là, bon, ben, premièrement, ne savent pas quel est leur premier seuil, c'est-à-dire le seuil de minimum vital. Et deuxièmement, il y a une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est que dans ce seuil vital, ils ne mettent pas leur rémunération. Moi, c'est une erreur que je vois très souvent. Il y a combien d'entrepreneurs qui me disent « avec ce chiffre d'affaires, je paye tout ». Sauf que quand ils disent « je paye tout », dedans, dans ce « je paye tout », il n'y a pas leur revenu. Et ça, c'est un truc moi, qui m'a toujours tué. Moi, c'est ce que je dis à des gens avec qui j'en parle ouvertement. Quand on me dit je me lance à mon compte, et si le mec, quand il lance à son compte, il me dit j'arrive même pas à me payer ce que je gagnerais comme salarié, mais arrête en fait. Pour moi, en fait, si tu es à ton compte et que tu n'es pas capable de gagner au moins ce que tu es capable de gagner en étant en tant que salarié, ben, mets-toi salarié, quoi. Enfin, je veux dire, c'est affreux, mais c'est que soit tu n'as pas pris la bonne société, soit il y a quelque chose que tu fais mal, soit peut-être les deux, mais il y a un problème quelque part qui fait que tu n'es pas capable d'atteindre le niveau que tu atteindrais en travaillant pour quelqu'un. Alors travaille pour quelqu'un. Enfin, bon voilà, j'ai une vision assez simpliste des choses, c'est-à-dire que dans ma tête ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, je change et je fais autre chose. Ça me paraît logique, mais c'est ma vision des choses. Et est-ce que tu crois que c'est pas un principe de croyance ça? Que justement, parce qu'effectivement, le cas que tu dis, c'est vraiment une réalité. Et je crois malheureusement que plus de la moitié des entrepreneurs aujourd'hui en France sont dans cette situation-là où ils disent je peux pas gagner ma vie ou alors je gagne juste de quoi me payer un salaire mais vraiment minimal quoi. Et parce que moi j'entends ça partout. Si tu veux, dès que j'entends des entrepreneurs ça et là, et pas, je parle pas du web, hein, je parle des entrepreneurs en physique et autres, j'ai l'impression que t'as toujours le stéréotype, on va dire, de la boîte où tu as 2-3 employés. Les 2-3 employés sont payés en tant qu'employés. Et le chef d'entreprise, lui, il se paye en dessous au minima du minima. Donc, moi, je me dis, est-ce que c'est pas aussi une question d'état d'esprit, de croyance, quelque chose qui a un blocage à l'intérieur de la tête de l'entrepreneur qui l'empêche d'aller là? Alors, je n'ai pas la réponse exacte à ta question dans la mesure où j'ai pas le même sens, la même finalité que toi. C'est-à-dire que pour moi, les entrepreneurs qui ne se payent pas sont souvent des solo-entrepreneurs. C'est comme ça que je le ressens, mais je peux me tromper, je ne le sais pas en vérité. J'ai la sensation souvent que c'est le petit commerçant du coin qui a une boutique et qui n'arrive pas à vendre ou à faire et qui est tout seul dans ce truc. Dès qu'il y a, comme tu dis, plusieurs employés, l'autre problème qu'il y a chez l'entrepreneur, c'est qu'il va chercher à tout faire lui-même. Voilà. Et qui ne va pas chercher à aller chercher, à déléguer certaines parties, où il est mal organisé. Et souvent, il ne va pas travailler sur son entreprise, mais dans son entreprise, il va y avoir tout un tas de problèmes liés à son rapport à l'argent, tu as raison, mais aussi au travail. Et d'ailleurs, j'ai écouté cette réflexion il n'y a pas longtemps. La question est, est-ce que ton travail en lui-même, il est... comment tu considères ton travail est une question aussi légitime que comment tu considères l'argent. Je m'explique. Tu as des gens pour qui leur travail, c'est leur vie en fait. Sauf que tu connais,
tu connais la région ici, il y a le pont du Gard. Tu sais que le pont du Gard, quand ils l'ont construit, en fait, il y a des gens qui se sont fait brûler. En fait, l'histoire du pont du Gard, c'est que du temps des Romains, il y avait des porteurs d'eau, en fait. Et les porteurs d'eau, ils portaient l'eau. C'était un travail très répandu. C'était un des travaux qui faisait vivre beaucoup de Romains. Puis il y a des gens, un jour, ils en avaient marre de porter de l'eau, donc ils ont dit, on va faire un pont comme ça qui va amener l'eau dans les maisons et on n'aura plus besoin de porter l'eau. Et les gens ont brûlé ces gens-là, en fait. Et puis 2-3 générations après, les enfants de ceux qui avaient eu cette idée qui se sont fait brûler, ils n'avaient toujours pas envie de porter de l'eau. Et eux, ils ont fait le viaduc et puis ils ont trouvé d'autres travails, en fait. Mais du coup, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ceux qui portaient l'eau et qui ont brûlé les gens qui avaient eu l'idée de plus la porter, pour eux, leur travail, c'était leur vie, en fait. Ils ne voulaient pas le perdre. Et donc, ils avaient peur que quelqu'un d'autre les remplace et qu'ils aient plus de quoi travailler. Et le problème, c'est quel est le rapport à ton travail? Il y a des gens qui font un travail dans leur entreprise et leur entreprise... Enfin, leur travail dans leur entreprise, c'est leur vie, alors qu'ils devraient juste être un petit peu en retrait de leur société et la regarder tourner, quoi. Moi, je peux t'en parler. Pendant des années, j'ai géré mes investissements immobiliers. Je l'ai fait parce que c'était des choix stratégiques et volontaires et pour diverses raisons personnelles. Aujourd'hui, je suis en train de tout déléguer. J'attendais que ça, en vérité. Je me sens libéré. Je trouve que ça n'a jamais été mon travail que de faire ce travail-là. Je l'ai fait parce que c'était nécessaire par rapport à ma situation. D'accord. Mais pour contrebalancer ce que tu dis, parce que j'aime bien justement titiller un petit peu, ce que je peux voir, c'est que par exemple, il y a des exemples concrets de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui gagnent très bien leur vie, et leur travail, leur vie, c'est leur travail. Et pourtant, ça se passe bien de leur côté. Donc, qu'est-ce qui va différencier les choses? Je te parie, est-ce que tu veux que ces gens-là, ils font pas tout, en fait? Leur travail, c'est pas leur vie. C'est-à-dire qu'ils font tourner leur boîte et après, ils ont su placer les pions là où il fallait. Ces mecs-là, c'est justement ça la différence. Et l'incompréhension, elle est là. Elle est que très souvent, les gens que tu me parles qui n'ont pas... D'ailleurs, tu vois, l'argent, c'est souvent une excuse. Très souvent, l'excuse, c'est l'argent. Tu vas dire à quelqu'un, fais ça. Donc, par exemple, tu vas dire à une personne, je sais pas moi, fais une pub. Et le mec va te dire, je peux pas, j'ai pas l'argent de la faire. Et en réalité... Si la vie m'a appris une chose, c'est qu'on a l'argent pour ce qu'on veut le faire. Parce qu'il n'est jamais question d'argent, en fait. L'exemple de la pub, il est typique, tu vas comprendre. Imaginons que tu n'aies pas l'argent pour... Vraiment, ce qui est très peu probable. Parce qu'en réalité, tu me mettrais 100% des gens en face de moi. Je suis sûr que je leur montre comment trouver l'argent. Mais après, il faut le vouloir. Mais imaginons réellement que même en leur montrant, il s'avère qu'ils n'aient réellement pas l'argent. C'est-à-dire que le compte, il est vraiment à zéro. Si tu fais une pub, c'est pour vendre un produit. Si tu vends un produit, tu vas donc gagner de l'argent. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir la société de pub ou la personne par qui tu vas passer pour faire la pub pour lui dire, écoute, j'ai pas l'argent de te payer, mais voilà, je vais vendre ce produit et ta pub, elle vaut combien? Donc, je sais pas, le mec, il te dit 1000 euros. Bah, tu lui dis, moi, comme j'ai pas l'argent de te payer, je vais te payer cette pub 1300 euros. Tu me passes la pub et je te paye tout de suite après. Et si tu es sûr de toi, le mec, il le fera. Et donc, pour moi, l'argent, c'est jamais l'enjeu. L'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce que toi, tu veux réellement faire pour que les choses, elles changent. Ouais, mais dans ce cas-là, tu me donnes un résultat qui est garanti à 100%. Je veux dire, l'entrepreneur qui va tenter, qui va mettre ses premiers euros sur la pub, par exemple la pub Facebook, ça c'est un sujet dont je peux parler pendant des heures, typiquement, il va perdre de l'argent. Je ne connais pas un entrepreneur qui a mis de l'argent sur la publicité Facebook, qui a eu son retour sur investissement dès la dépense de ses 100, 200, 300 premiers euros. Mais si tu veux, il n'y a pas de débat puisqu'il a déjà de l'argent en fait, la personne dont tu me parles. Dès que tu vas aller sur des plateformes comme Facebook, tu as déjà de l'argent. La réalité, c'est comment faire si tu n'as vraiment pas d'argent pour faire ta pub au départ et avoir tes premiers clients. Et si tu ne vas pas passer par Facebook si tu n'as pas d'argent. La vérité, c'est d'avoir comment dirais-je, cette honnêteté intellectuelle envers soi-même qui est très dure à avoir. Hein. De se dire, voilà, ma situation c'est ça, mon résultat que je veux c'est ça. Et aujourd'hui, je ne peux pas y arriver. Mais ça ne veut pas dire que le fait que tu ne puisses pas y arriver aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu ne pourras jamais y arriver, premièrement. Et deuxièmement, la chose la plus importante, ça ne veut pas dire qu'entre le résultat et toi, il n'y a pas des étapes. Et ça ne veut pas dire que toutes ces étapes, tu ne peux pas déjà les faire. Et trop souvent, les gens ont tendance à se focaliser sur l'argent, alors que trop souvent, ce n'est pas l'argent le vrai problème. Ouais, et puis ce que j'entends aussi, ce que tu es en train de me dire, et finalement aussi, ça c'est un des points clés qu'on oublie souvent, c'est que finalement, en fait, c'est pas le résultat en tant que tel qui est problématique, c'est le résultat immédiat. Et on en vient à cette fameuse composante qui est la composante temps. C'est-à-dire qu'effectivement, si donc je remets en cohérence et je remets en lien ce que je t'ai dit et ce que tu m'as dit en retour, c'est que la personne va tester, admettons, un budget pub Facebook
Et typiquement, ça a été mon exemple. C'est que j'ai mis de l'argent sur la pub Facebook en 2014, j'étais à perdre, ça m'a refroidi, j'ai laissé tomber. J'ai fait pareil en 2015, puis après j'ai laissé tomber. En 2017, j'étais juste rentable. 2018, paf, c'est passé. Mais entre-temps, il s'est passé un process et c'est à force que du coup, j'ai pu passer à ce step-là. Et ce step-là, c'est le temps. Et effectivement, c'est vrai que, comme tu dis, on a cette notion qui est on va pas y arriver à court terme et on va pas se laisser le temps. Et en même temps, la notion d'argent vient aussi à un jeu là aussi. C'est que si je suis en stress financier, alors je vais te dire, j'ai pas le temps ou alors j'ai l'impression que j'ai pas le temps. Comment on fait? Déjà, j'ai tout écouté ce que tu as dit. Je suis obligé de placer une chose qui va peut-être pas avoir de lien avec ça. Une grosse erreur qu'on fait tous, on l'a fait tous cette erreur, c'est que tu vas regarder par exemple les Macintosh, tu vas te dire ces ordinateurs, ce sont les ordinateurs les plus chers du marché. Il y a des gens qui te disent que tu fous de l'argent dans de la merde parce que ça coûte trop cher par rapport à ce que c'est. Peu importe. La vérité, c'est que quand Steve Jobs il fait avec Wozniak qui font le premier Mac, c'était aussi de la merde en fait. Et que le Macintosh tel qu'il est aujourd'hui, il a fallu plein d'étapes pour y arriver. Les gens, ils veulent tout de suite sortir leur meilleur produit, alors qu'on sait très bien que le premier produit n'est jamais bon en fait. Et qu'on commence à atteindre un bon produit qu'à partir d'un moment. Par contre, ce que les gens oublient de voir dans ces histoires de processus, c'est que quand tu prends un mec comme Walt Disney, qui a son idée de parc à thème, le premier parc, c'est pareil, il était pourri, pourtant il a engagé des millions d'euros à l'intérieur, mais il a eu ses premiers clients. Et en ayant ses premiers clients, il a eu ses premiers retours. Et son premier investissement lui a permis d'en faire un second qui a été meilleur, puis un troisième, puis un quatrième. Les gens, en fait, ils veulent tout de suite arriver à l'idéal sans jamais passer par toutes les étapes qui font que le produit devient exceptionnel. Et pour maintenant répondre à ta question de dire comment on fait pour y arriver, en fait, en vérité, en suivant le processus, tu dois accepter qu'à un moment donné, ce que tu vas présenter à la personne en face de toi, c'est pas ce que tu as en tête. C'est pas tout ce que tu avais imaginé au début, mais ce qui compte, c'est pas ce que tu vas lui montrer, c'est ce que le mec en face, lui, va te dire de ton produit et surtout le retour qu'il en fait. Parce que si tu proposes à quelqu'un quelque chose qui a par exemple 10 fonctionnalités et que le mec il te dit, écoute, sur les 10 fonctionnalités que tu m'as données, il n'y en a qu'une seule qui est bien, les autres c'est que de la merde. Il y a deux types d'entrepreneurs. Tu as ceux qui vont continuer à essayer de développer les 10 parce qu'ils ont dans leur tête leurs produits qu'ils veulent les 10, ils veulent les 10. Et puis tu as celui qui va dire, bon ok, il n'y en a qu'une qui t'a plu, très bien, on va prendre celle-là, on va essayer de l'améliorer au maximum. On verra pour le reste après. Et c'est tout en fait. Il faut avoir, pareil, c'est comme avec l'argent, l'honnêteté de se dire, voilà, j'en ai peut-être pas, mais j'ai peut-être d'autres solutions pour atteindre l'objectif que je me suis fixé, malgré que je ne suis pas encore à mon objectif. En tout cas, c'est moi comme ça que je vois les choses. Et je rebondirai justement là-dessus sur un point qui est clé, qui fait flipper à mort l'ensemble des personnes. Et je crois qu'en fait, on est en train de toucher ça au fur et à mesure qu'on avance sur cette interview. C'est qu'à un moment donné, il y a des choix qu'on a à faire en tant qu'entrepreneur qui sont des choix où on parle toujours dans l'univers développement personnel et autres de sortir de la zone de confort. Et en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, moi j'aime bien cette notion-là de dire couper les ponts derrière soi ou brûler les bateaux. Et ça fait flipper, ça fait putain de flipper. C'est très dur, on va à la contre de notre confort, mais vraiment on y va loin. C'est un peu comme si on se retrouve, on n'a jamais fait de vélo et on doit descendre une pente de fou en vélo, quoi. Et ça, il y a cet acte-là qui selon moi est nécessaire, et en même temps c'est chaud parce que c'est contre-intuitif. On dit il faut pas se brûler les ailes, et en même temps il faut savoir cette prise de risque, du moins si on veut atteindre ce que l'on souhaite. Si on va rester un entrepreneur qui vivote, ça c'est ok, mais à ce moment-là on l'accepte et on accepte d'aller dans ce confort. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu partages ma réflexion ici, et est-ce que tu aurais d'autres choses à dire ou pas? Oui, moi je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Juste, tu reconnais un bon entrepreneur au non qu'il dit. En fait, c'est-à-dire que les bons entrepreneurs, ils sont capables de dire non à des choses. Et je vais le dire autrement. On sous-estime, beaucoup d'entrepreneurs vont dire oui à plein de trucs pour essayer de s'en sortir, alors que la bonne démarche, ça serait de dire non à plein de trucs et d'agir différemment ou plus précisément sur certaines choses. Et j'ai cette étrange croyance qui consiste un peu à évaluer les gens sur les noms qu'ils vont être capables de sortir, en fait, tu vois. Il y a plein de gens qui vont dire oui à tout, et puis en rentrant chez moi, je vais pas me dire ce mec est nul, c'est pas ça, mais je vais me dire
Tiens, ce gars-là, il dit oui à tout, c'est étrange. Et je suis encore plus mal à l'aise face à des entrepreneurs qui aiment tout le monde et où tout est beau. Ça me dérange quand quelqu'un ne va pas avoir à un moment donné soit un ennemi, soit quelque chose qui... Tu vois, il faut qu'il y ait cette notion de... il y a des choses que je veux, des choses que je veux pas. Je vois les choses comme ça. C'est peut-être pas juste, mais en tout cas, c'est ma vision. Et pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est pour ça qu'il y a des mecs qui brûlent les bateaux. C'est parce qu'ils croient en des choses tellement fortes qu'en réalité, ils s'en foutent d'avoir comment on appelle, un chemin de sortie. Leur truc en tête, c'est de se dire, mais c'est ça où je meurs de toute façon, j'en m'en fous. Et quand tu es assis en face d'un mec comme ça, tu sais que tu as un problème en fait. Et alors, soit tu te rallies à lui, soit tu es son ennemi. Et l'entrepreneuriat, c'est un petit peu une guerre quelque part. Donc oui, je suis globalement d'accord avec ce que tu dis, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais ajouté, je viens de le dire. Super. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une notion de volonté, de détermination et est-ce que finalement, c'est pas ça les qualités de base? Moi, je sais que ce que je dis toujours, c'est que tu me fais tomber par terre une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, mais mon pauvre, je vais me relever. Et la 10e fois, je vais me relever, je vais avoir encore plus de hargne que à la première fois que je suis tombé. Et est-ce que tu ressens ce même état d'esprit-là? Est-ce que tu trouves que c'est sain? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté? C'est très sain dans la mesure où la personne qui est comme ça fait la distinction entre la détermination et l'obstination. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec ton produit, avec les 10 machins là. Le mec qui va aller sur les 10 produits à développer alors qu'il n'y en a qu'un de bon dans les 10, lui, il est obstiné en fait. Alors que le gars qui va prendre que le bon produit et qui va le développer, celui-là, il est déterminé. Et pour aller plus loin, comment tu le sais, si à un moment donné tu dis, est-ce que je suis pas une espèce d'idiot qui fonce sans arrêt sur un mur qui n'est pas le bon mur, ou est-ce que justement, à quel moment tu fais la part des choses? C'est super dur, parce qu'on est dans notre côté émotionnel, et en même temps on n'a pas envie de lâcher certains trucs parce qu'on y croit. De l'autre côté, voilà, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Donc voilà, il y a une part de doute qui est quand même très forte. J'espère que ce que je vais commencer par dire sera clair à la fin. J'espère. Tu sais à quoi on reconnaît un bon vendeur? On le reconnaît au fait qu'il parle pas beaucoup. C'est-à-dire qu'un bon vendeur, il va parler avec toi très peu finalement. Il va beaucoup te faire parler. Et en fait, les peu de fois où il va parler, il va se servir de ce que tu auras dit, il va juste le reformuler et il va t'entraîner dans sa vente en fait. Et à la fin, finalement, tu auras acheté sans trop avoir ressenti l'achat. Et ça, c'est un excellent vendeur. Et en réalité, la différence entre la détermination et l'obstination, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir une idée, de la confronter et de ne pas s'écouter, mais d'écouter les gens qui utilisent l'idée. Le problème qu'ont les gros développeurs, les bons développeurs, tu vois, les gens qui font des applications, tous les mecs techniques là, qui savent faire des trucs techniques, tous ces gars-là, ils ont un problème, c'est que ils font un truc technique, tu vois, genre, je sais pas moi, un programme, et ils vont mettre ce programme au service d'utilisateurs, et 100% du temps, c'est vérifier ce que je te dis, tu as 90% des utilisateurs qui n'utiliseront pas le programme comme les développeurs l'ont fait. Et tu te rends compte que ces gars-là, techniques, ça les énerve profondément, et ils ne peuvent pas être en contact de leurs utilisateurs, parce qu'en réalité, c'est des gens techniques qui font des choses carrées pour que ça soit utilisé d'une certaine manière, et ça les met mal à l'aise de voir des gens pervertir leur création. Et en fait, ils ont tort, parce que s'ils ont créé un truc, mais que ce machin-là, il est vachement plus utile comme les utilisateurs l'utilisent et que eux, finalement, ce qu'ils avaient fait, c'est pas ça et que c'est ce que font les utilisateurs, ils devraient être heureux en fait. Mais le fait que c'est un peu comme ton bébé, quand tu as fait ton bébé, moi quand je regarde ma fille, c'est la plus belle des filles, mais bon, parce que c'est ma fille, mais la tienne de fille ou le fils de Antoine, je sais pas si je peux parler de lui dans cette émission, le fils... Il faut quand même préciser le contexte. Nous sommes dans les locaux de Nicolas. Nous avons l'immense, le grand, le génialissime Antoine Pétavin qui est en train d'essayer de se réveiller difficilement de sa sieste et qui se fait bouffer le mollet par le tigre de Nicolas. Voilà. Maintenant, on revient sur le sujet. Donc, finalité, je te disais que c'était compliqué pour les gens techniques d'arriver à accepter que leur création comme un enfant, elle n'est pas l'usage prévu au départ et que pour être sûr qu'on est déterminé, c'est juste voir si on est à l'écoute des gens qu'on a en face de nous. D'accord, c'est très intéressant. Il faudra aussi penser à dire ça aux développeurs des applications Google, parce que personnellement, je ne comprends pas la logique utilisateur et apparemment, je ne suis pas le seul. C'est intéressant cette notion de feedback, de se confronter aux avis extérieurs. Et je mettrai juste un petit, on va dire, un petit bémol, un petit complément. Qui est celui-ci, c'est que, ok, écoutez les retours extérieurs, mais pas n'importe lesquels. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur,
Si tu écoutes les retours extérieurs de personnes qui ne connaissent pas ton activité, qui ont un avis sur tout, comme par exemple le gars du bar PMU qui va donner le conseil, qui va te dire comment le joueur, le latéral droit de l'équipe de France aurait dû jouer, comment l'entraîneur aurait pu dire, c'est pas bon, on est d'accord. C'est un petit peu dénigrant ce que je dis là, mais factuellement c'est ça, c'est à un moment donné trouver les bonnes personnes à écouter. Donc c'est un peu ça. Au risque de choquer, dans la mesure où le mec du bar PMU qui te donne l'explication de comment devrait jouer le latéral droit est ton client, je l'écoute. D'accord. Et ok. Tu l'écoutes et est-ce que tu vas me pondérer peut-être par rapport au niveau d'expertise, au niveau de connaissance ou pas? Absolument pas. Pour moi, un client est un client et je suis vrai. En tant que client. En tant que client, voilà. Pour moi le client est un client. Ah oui, non, moi je parlais pas du client, je parlais de l'environnement, je parle du touriste qui va arriver et qui va dire oh ça machin c'est de la merde ou machin, ou d'une personne de ton entourage qui, toi tu es plein de bonne volonté. Je pense surtout beaucoup aux entrepreneurs qui n'ont pas dépassé ce cap-là on va dire, de signe extérieur de réussite. Ce qu'on a tous vécu, où à un moment donné, eh bien, tu fais ça et finalement personne ne croit en toi et ils ont plus peur pour toi, ils flippent plus à savoir est-ce que ça va pas se passer ou pas. Ils se disent il est complètement fou, on va attendre qu'il redescende jusqu'au moment où ils se disent ok, c'est plus par rapport à ça moi je parlais. Oui, non, alors moi pas du tout. Oui, hein, effectivement, non, je demande pas l'avis des gens que je peux fréquenter dans ma famille, ça je m'en fous. Moi je te parlais vraiment de clients. Après, j'ai cette étrange, je ne sais pas si c'est une capacité, j'ai cette étrange manière de voir les choses où je vais te dire tout simplement que je me fous effectivement totalement de ce que peuvent penser toutes les personnes autour de moi dans la mesure où ce que je fais correspond soit à mes envies, soit à mon aspiration, à la direction que je peux prendre. Après, pour un petit peu reconnecter avec le début de notre échange, c'est lié aussi au fait que personnellement, j'ai fait un choix pour ma carrière qui a été de d'abord investir, puis après de plus me focaliser sur l'entreprise, même si, comme je l'ai un peu sous-entendu, j'ai un petit peu fait les deux. Le fait d'avoir choisi d'investir d'abord me permet aujourd'hui d'avoir cet un petit peu comportement je m'en foutisme par rapport à tout ça et de ne pas considérer les considérations, ça fait répéter, mais c'est ça, des personnes qui peuvent m'entourer. Mais pour juste clôturer le truc, si c'est un client, qui qu'il soit, je l'écouterai et je prendrai en compte ses remontrances et je les intégrerai. Et si c'est pas un client, ben j'ai envie de dire j'en ai rien à foutre. Super. Je te remercie et ouais, c'est très pertinent. On va finir sur la dernière question que j'aime bien poser. C'est sur le web, on entend toujours les réussites des uns des autres. Mais moi, je m'en fous de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les échecs. Parce que les échecs sont tellement formateurs, ils nous apprennent tellement de choses. Donc, est-ce que tu peux nous donner un de tes pires échecs, une de tes pires gifles et surtout ce qu'elle t'a apporté? Il y a un blanc, mais c'est pas volontaire. Hein. Je choisis l'échec, j'en ai beaucoup. Entrepreneurial ? Peu importe. Ça m'arrange pas. Celui que tu veux, choisis on va prendre un entrepreneurial. J'ai créé plusieurs boîtes et j'en avais créé une. Et je devais m'associer pour cette entreprise. Et en fait, ça s'est mal passé ça s'est pas bien passé. Si je dis que ça s'est mal passé, c'est vraiment très négatif. Si je dis que ça s'est pas bien passé, il y a quand même du positif. Alors il y a du positif, je vais quand même commencer par ça. Le positif, c'est qu'on a livré tous les clients, c'est que tout ce qui devait être fait a été fait. Le positif, c'est qu'il y a eu plein de choses positives liées à ça. Le négatif, et qui est riche d'instructions, premièrement, c'est que quand tu portes un projet, maintenant j'y serai très sensible à ça, je ferai très attention à ce que je ne sois pas le seul porteur du projet. C'est-à-dire que dans ce projet-là, j'étais le seul porteur du projet. C'est-à-dire que j'étais le gars qui était à l'initiative de l'idée. J'étais le gars qui était à l'initiative de la stratégie. Enfin, j'étais le gars qui était à l'initiative de tout. En fait, je ne vais pas te faire la liste parce qu'elle est énorme. C'est moi qui avais toutes les idées et finalement, j'avais un mec qui était emballé et qui voulait me suivre. Parce que sûrement, je ne peux pas parler à sa place, je n'oserais jamais faire ça. Mais il y avait des tas de choses dans sa vie qui faisaient que me suivre était peut-être plus simple que toutes les autres options qu'il devait avoir dans sa vie, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'étais l'initiateur, il était
j'aime pas ce terme de suiveur, ça fait j'aime pas ce terme-là, mais il était la personne qui se greffait à l'idée et qui était emballée par l'idée. C'est très, ça se flatte ton ego, c'est très bien, mais c'est pas suffisant en fait. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, j'aurais été seul, ça aurait été pareil, et surtout ça aurait été mieux, parce qu'au final, on s'est retrouvé à deux dans une aventure où en réalité l'autre personne, elle comptait que sur moi, et où finalement au moindre problème, à la moindre turbulence, en fait, il n'y a pas eu de répondant, c'est moi qui devais tout gérer. Et donc, quand tu t'associes, c'est quand même au départ, enfin, en tout cas dans mon esprit à moi, c'était dans un souci de répartition. Et là, j'étais dans une association qui était plutôt un rapport de salariat. Enfin, j'aime pas encore dire ça parce que c'est un associé, mais ça aurait été un salarié, ça aurait été pareil. Et sauf que je devais gérer sa partie à lui d'associé. Cette espèce de décalage a créé des déséquilibres qui ont fait que ça n'a pas fonctionné et pas duré. Et donc, qu'est-ce que ça m'a appris ? Ça m'a appris qu'il ne faut pas être le seul porteur d'un projet. Je pense qu'il vaut mieux être soit le coporteur, soit en tout cas, s'assurer que les personnes avec lesquelles on s'associe ont un engagement équivalent au tien dans le projet, parce que sinon, c'est trop la galère, quoi. Super intéressant, super intéressant. Nico, où est-ce qu'on te retrouve ? Dans quel endroit ? Où est-ce qu'on va aller s'abonner à toi ? Alors bizarrement, même si je ne sais pas quand sortira cette émission, mais ça n'a pas d'importance, YouTube, parce qu'il y a une suite sur YouTube, ça ne s'arrête pas, c'est juste que là il y a eu le temps de, voilà, les émissions radio et mon site immobilier-compagnie.com où là il y aura tout de regroupé et on peut choisir ce qu'on préfère. Et bien évidemment, tout se trouve dans la description de la vidéo. Et dans la description du podcast plutôt, parce que c'est pas une vidéo, c'est une belle expérience audio. Et pour terminer l'expérience audio, parce que on essaye toujours de développer notre podcast au maximum. Alors cette fois-ci, parce que je sais qu'il connaît l'exercice par cœur, je vais demander à Nicolas de conclure et de te donner quelques recommandations de choses à faire qui pourraient être aidantes pour le podcast Business de la Connaissance. Bon alors écoute, je vais te dire de faire comme chez moi. Si tu es un abonné de copain, tu prends le téléphone d'un de tes potes et t'abonnes sauvagement ton pote à ce podcast. C'est la meilleure chose que tu as à faire. Et tu laisses quelques étoiles avec un commentaire, ça nous aide énormément. Salut! Merci Nico et merci à toi d'avoir écouté. À bientôt.